Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet de santé vraiment crucial, un truc qui touche des millions de personnes, mais qui pourtant reste souvent dans l'ombre, les inégalités dans les soins du cœur. On aime à croire, n'est-ce pas, que la médecine traite tout le monde pareil. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? La question est simple en fait. Est-ce que chaque cœur a droit à la même attention, aux mêmes soins, aux mêmes chances? Eh bien, les recherches nous donnent une réponse assez troublante et cette réponse, c'est non. C'est cette réalité un peu dérangeante qu'on va décortiquer ensemble en se basant sur des analyses très sérieuses. Pour commencer, on va se pencher sur un lien fondamental mais qui est étonnamment souvent ignoré, celui entre notre santé mentale et la santé de notre cœur. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est cette idée de relation bidirectionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas une route à sens unique, hein. Le stress, l'anxiété, ça peut abîmer le cœur. Et à l'inverse, un problème cardiaque, ça pèse lourd sur le moral. Ça crée une sorte de cercle vicieux. Et pourtant, malgré ce lien qui semble évident, le système, lui, passe complètement à côté. C'est fou, non? La santé mentale, c'est un peu le parent pauvre de la cardiologie. On ne la prend pas en compte dans la recherche, on l'ignore dans les calculs de risque, et elle est quasi absente des soins de tous les jours. Résultat, eh bien, les patients qui en ont le plus besoin ne sont ni dépistés, ni traités correctement. C'est la double peine, la maladie et par-dessus la stigmatisation. Mais attention, la santé mentale, ce n'est qu'une partie de l'équation. Le problème est bien plus complexe. On va voir maintenant comment d'autres fragilités peuvent s'additionner et même se multiplier. Et pour bien comprendre ça, il y a un mot-clé, l'intersectionnalité. C'est un grand mot, mais l'idée est assez simple en fait. Ça veut dire que les différentes parties de notre identité, le sexe, l'origine, l'âge, ne sont pas juste des cases qu'on coche. Non, elles interagissent, elles se combinent. Et parfois, malheureusement, elles créent des obstacles qui s'accumulent. Prenons quelques exemples. D'abord, il y a le sexe. Pendant longtemps, la cardiologie a été pensée principalement pour les hommes, en ignorant les particularités des femmes. Ensuite, il y a l'origine ethnique. Ça peut jouer sur l'accès aux soins, sur la confiance envers les médecins, et même sur la façon dont un traitement fonctionne. Et puis, bien sûr, il y a l'âge. C'est un peu paradoxal, mais les personnes les plus âgées, qui sont les plus à risque, sont souvent celles qu'on étudie le moins dans les essais cliniques. Et au milieu de tout ça, on retrouve notre point de départ, la santé mentale, qui vient souvent se greffer sur toutes ces autres vulnérabilités. Et c'est là qu'on comprend tout. Une femme âgée, issue d'une minorité, qui souffre en plus d'anxiété, eh bien, elle n'a pas 4 petits problèmes séparés. Non, elle fait face à un seul et même mur. Un mur bien plus haut, parce que chaque brique renforce les autres. Voilà, c'est ça l'intersectionnalité en pratique. Ok, mais alors, pourquoi? Pourquoi ces inégalités existent? Ce n'est pas le fruit du hasard, loin de là. Ce sont en fait les symptômes d'un problème bien plus profond, d'une vraie faille dans notre système de santé et de recherche. Cette phrase, elle est forte, n'est-ce pas? Elle dit clairement que ce n'est pas juste une question de chiffres ou de statistiques. C'est un échec. Un échec de la science et un échec de la société. Et ça change tout. Ce n'est plus un simple problème à régler, ça devient une injustice qu'on ne peut plus accepter. Et cet échec, il a des causes bien identifiées. D'abord, les essais cliniques, ceux qui testent les nouveaux traitements, ils manquent cruellement de diversité. C'est comme si on testait un médicament sur un seul type de personne et qu'on espérait qu'il marche pour tout le monde. Ensuite, on se retrouve avec des soins taille unique qui, par définition, ne vont à personne parfaitement. Ajoutons à ça une formation médicale qui ne s'attaque pas assez de front aux préjugés, même inconscients. Et pour finir, la cerise sur le gâteau, on oublie de demander leur avis aux principaux intéressés, les patients eux-mêmes. Bon, le tableau est un peu sombre, c'est vrai, mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité. Une fois le diagnostic posé, on peut aussi rédiger une ordonnance. Et il existe une feuille de route très claire pour construire un système plus équitable. Alors concrètement, on fait quoi? Le plan est simple, en 5 étapes. Premièrement, on diversifie la recherche. Il faut que les participants aux études ressemblent enfin à la vraie vie. Deuxièmement, on personnalise les soins. Fini le modèle taille unique pour tout le monde. Troisième étape, on utilise les données intelligemment pour identifier et aider les plus fragiles. Quatrièmement, on s'attaque de front aux préjugés dans la formation des soignants. Et enfin, peut-être le plus important, on arrête de voir les patients comme de simples objets d'étude et on en fait de vrais partenaires. Ce n'est pas de la science-fiction, hein, c'est un plan d'action tout à fait réalisable. Tout ça, ça pourrait sonner comme un bel idéal, un objectif lointain. Mais le message des experts est très clair là-dessus, ce n'est pas une option. C'est une urgence. Parce que ne rien faire, ça a un coût. Un coût qui ne se mesure pas en euros, mais en vie humaine. Chaque jour où ce système injuste continue, des gens meurent ou voient leur vie gâchée. Pour rien. On sait où est le problème, on sait comment commencer à le résoudre. Attendre, aujourd'hui, ce n'est plus justifiable. Et c'est vraiment le message à retenir.
L'équité dans la santé, ce n'est pas la cerise sur le gâteau, ce n'est pas un joli bonus, c'est la base. C'est une condition sine qua non pour une médecine qui se respecte. C'est tout simplement un impératif. Les faits sont sur la table, les pistes de solutions aussi. Alors la seule question qui reste est très simple. Qu'est-ce qu'on attend pour écouter? Et surtout, qu'est-ce qu'on attend pour agir?